exilé politique condamné à de la prison en France et condamné en Russie. Ses œuvres, encore aujourd'hui, font parler, mais surtout à l'heure d'aujourd'hui où l'art, on va dire, est devenu quelque chose qu'on met dans les musées, l'art est quelque chose qu'on aime bien regarder, l'art n'a plus vraiment d'impact sur la société. Il nous montre qu'au XXIe siècle, l'art peut encore avoir un impact grave sur la société, voire même judiciaire. En Russie, il s'est cloué les testicules, il s'est coupé l'oreille comme Van Gogh, et en France, il a fait tomber un ministre. Mais qui est-il vraiment? Est-ce le dernier des punks qui prouve que l'art existe encore? Ou est-ce, comme diraient ses détracteurs, et pour reprendre une phrase d'un célèbre film, un piège à con, un idiot utile, manipulé par les gouvernements? Est-ce un homme qui a fui la Russie car il était en Russie condamné et car il était persécuté? Ou est-ce un homme qui a reproduit en France certaines techniques du FSB? Mais en tout cas, nous savons ce soir que c'est un cœur rebelle, un homme profondément contre la société et un homme profondément marginal et qui n'est pas une posture, qui ne joue pas à la marginalité, mais qui l'est au plus profond de son être, vengeur de 1000 blessures et d'années d'incarcération morale et légale. Piotr Pawlenski, bonsoir. 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 Alors, Piotr Pawlenski, première question. Vous avez commencé en Russie et vous avez finalement demandé l'exil, l'asile politique en France. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous raconter comment, on ne sait pas tellement d'où vous venez, comment vous avez commencé dans l'art, comment ça a commencé en Russie? Tout le monde connaît le jour où vous êtes cloué les testicules sur la place rouge, vous êtes coupé un bout d'oreille, vous êtes cousu les lèvres en soutien au commissariat, mais on ne sait pas comment ce parcours a commencé en Russie. Racontez-nous. Je peux raconter tout simplement. Ça a commencé en 2012. Donc, et moi déjà, j'avais 10 ans d'éducation dans les académies de l'art, dans l'école de l'art contemporain. Et seulement, après 10 ans, j'ai compris à l'époque très bien ce système. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de place pour l'artiste. Mais moi, quand j'avais 19 ans, j'ai pris la décision que moi, je veux être un artiste. Et j'ai compris que dans les académies, dans les écoles d'art contemporain, etc., ils te préparent pas afin que tu étais un artiste. Ils te préparent afin que tu fais le service. Ou ici on parle d'académie pour les institutions de l'État, donc où tu fais quelques décors dans les églises ou dans les bâtiments administratifs, où tu fais le service pour les gens riches intérieurs, etc., ou dans l'école de l'art contemporain, afin que tu fais service pour les fondations. Mais chaque fondation qui donne l'argent, ils font le commande. C'est pas du tout libre, ils donnent le commande, tu dois faire ça. Donc jamais tu ne peux pas être un artiste. Donc c'est tout. Et après 10 ans, moi je trouve dans une situation très grave réellement. Parce que moi j'ai compris que quand même, que tu ne peux pas être un artiste. Il n'y a pas de choix. Tu dois faire toujours service. Tu dois faire seulement décor. Mais moi je ne voulais pas décorer. C'est tout. Moi je voulais être un artiste. Je voulais être un artiste comme j'ai lu toujours dans l'histoire de l'art, etc. Et moi, je trouve dans cette situation que j'ai compris qu'il n'y a pas de choix et qu'il n'y a pas réellement aucune liberté artistique. Ils ne te donnent pas déjà parler et la situation elle est assez grave. Et finalement, mon choix était ou quitter le domaine de l'art ou devenir un serviteur, ou vient et commence à faire service, c'est ça, mais faire un service, c'est-à-dire pas être un artiste. Parce que pour l'artiste, le plus important, c'est la liberté artistique, c'est quand même la création, et c'est rester dans le lien avec l'histoire de l'art. Mais les écoles de l'art, aujourd'hui, ils ne donnent pas cette possibilité. Parce que ni l'État, ni fondation, aucune, ni rien, ni d'autre, ils n'ont pas besoin de ça. Et dans ce moment, j'avais besoin de montrer cette situation, mon situation personnelle, mais aussi pas personnelle, parce que moi, je n'étais pas seul artiste en Russie, c'est plein d'artistes comme ça.
Seulement, et moi, je trouvais ce métaphore, on peut dire, et cette idée de geste, ça a été montré qu'il n'y a pas de liberté artistique. Et parallèlement, dans le même temps, ça a été les Pussy Riot. Aussi, c'est un jeune groupe de jeunes femmes qui ont un peu pris, ils ont pris à l'époque esthétique de punk, ils ont pris à l'époque esthétique de punk, ils ont été à prison. Et ça a été quand même, à l'époque, je pensais que ok, c'est pas mal, c'est comme la forme, ok, ça a été assez intéressant à l'époque. Et donc, ça a été parallèlement ça, évidemment, pour moi, ça m'a convaincu encore plus qu'il n'y a pas de liberté artistique. Et moi, je voulais, je voulais rendre visible ça. Et moi, comment je pouvais rendre visible en tant qu'artiste. Et ça a été comme ça a été ce image. Donc, Mais personne alors, avec les Vercusio. et bien sûr, on va en parler, mais alors j'avais une première question par rapport à votre asile politique en France. Vous dites que en Russie, en fait, on voulait vous faire taire, comme on a voulu faire taire beaucoup de dissidents, et que donc c'est pour ça qu'on avait monté contre vous en Russie une histoire d'agression sexuelle pour laquelle vous avez fait 7 mois de prison. Mais ce que disent certaines personnes, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi, si c'est une histoire montée par la Russie, vous n'avez fait que 7 mois, puisque souvent les opposants en Russie, on leur met 10 ans, 15 ans. Donc finalement, on a l'impression qu'il y a une peine plutôt clémente, comme si... comment vous expliquez le fait qu'on avait l'impression que la Russie, même s'ils vous ont poursuivi pour des faits, je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, mais vous ont mis une peine finalement relativement clémente. Pourquoi ? Tout d'abord parce que moi je ne suis pas un opposant. Je ne suis pas un opposant et je ne suis pas un dissident. Qui dit ça? Je sais pas, déjà, il faut chercher ce gros con qui commence à dégager cette idée parce que moi jamais j'étais pas un opposant. Jamais. Je m'en bats les couilles de tout cela, honnêtement. Je suis un artiste. Et c'est tout. Évidemment, si on parle de ce peine de prison, 7 mois quand j'étais à prison russe, j'étais 7 mois à prison russe parce que ça a été détention provisoire. Quand je fais mon l'événement menace, quand je mets en feu les portes de FSB. Donc c'est ça, et après j'avais ce amende. Mais réellement, ok, j'avais ce amende, mais après évidemment je ne payais pas ce amende, mais ça a été beaucoup plus tard, quand déjà j'étais en France. Quand même, ça a été répercussion encore, parce que par exemple, après ça a été interdiction de quitter le territoire russe. Parce Mais que c'est je tout, veux dire, mais seulement j'étais déjà en France. Mais les affaires judiciaires qui vous sont arrivées en Russie, est-ce que, notamment les choses sexuelles, vous les expliquez parce que vous étiez un artiste et que vous dérangiez le système russe, ou est-ce que vous les expliquez pour plein d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ouais, je comprends. Ça c'est très simple. Parce que quand même, déjà, c'est plus que 10 ans de mon parcours artistique. Donc quand j'ai arrêté mon éducation et que je fais mon pratique artistique. Et pendant ce temps, j'ai vécu pas mal de choses et je fais en conclusion que n'importe quel pouvoir, n'importe où, la Russie, la France, les États-Unis, je sais pas, l'Italie, l'Afrique, n'importe où, le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est le contrôle et gouvernance. Pour contrôler et gouverner, le pouvoir, il a besoin de quoi? Il a besoin des instruments. Donc, et n'importe quel pouvoir, son but toujours, c'est instrumentaliser le plus que possible les domaines de connaissances. Donc, c'est quoi le domaine de connaissances? Par exemple, le journalisme, c'est le domaine de connaissances. Les écrivains, c'est la philosophie, la poésie, l'art, le médecin, la psychiatrie, etc., etc. Donc, il y a les instruments qui étaient déjà créés comme les instruments de pouvoir, comme la police, par exemple, le système judiciaire, et certains d'autres. Mais il y a les domaines de connaissances qui n'étaient pas créés comme les instruments de pouvoir, comme philosophie, comme poésie, comme l'art, et déjà les médias. Normalement, les médias, ils ne doivent pas être les instruments de pouvoir, mais on connaît que 99% des médias, c'est les instruments de pouvoir. Ils font de la propagande, ou pour l'un ou pour d'autres conglomérats politiques, c'est tout, c'est comme ça, c'est le fait. Et donc, évidemment, le pouvoir, il a besoin toujours plus d'instruments. Parce que si le pouvoir, il ne va pas avoir assez d'instruments, ce sera le pouvoir faible. Et s'il ne va pas avoir les instruments, il va arrêter d'exister en tant que pouvoir. Donc, c'est tout. Le pouvoir, c'est le phénomène.
Et c'est-à-dire, et moi, en tant qu'artiste, je considère que je dois faire tout afin que le domaine pour lequel je consacrais ma vie, donc l'art, afin que ça n'était pas instrumentalisé. Mais si je fais tout et si je ne donne pas pour le pouvoir instrumentaliser de l'art, je deviens un obstacle pour le pouvoir. Mais si le pouvoir, s'il y a un obstacle, bah, il faut éliminer cet obstacle, parce que c'est un obstacle. C'est chose qui dérange. Donc c'est normal, c'est absolument logique. Et ici, évidemment, pendant 10 ans, il y a les différents niveaux, comment on les élimine, comment on règle ce problème avec obstacle. Et je peux vous dire que, par exemple, poursuivre judiciaire et prison, c'est seulement le premier niveau. Donc c'est le niveau le plus soft. Donc deuxième niveau, donc quand le pouvoir, quand ça devient visible, que ça ne marche pas trop, le deuxième niveau, c'est attaque contre la réputation. Ok, je peux dire comment ça marche de différentes façons. Mais réellement, c'est déjà comme situation, c'est plus compliqué. Parce que c'est un peu comme ça a été avant, année, je sais pas peut-être à 400 ou fin du Moyen-Âge, par exemple, personne qui ne plaît pas pour le pouvoir, il pouvait mettre comme hors de loi. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut assassiner cette personne. Et il peut faire ça parce que cette personne elle est hors de loi. Donc tu peux assassiner cette personne et tu ne vas pas avoir aucun problème, aucune poursuite judiciaire. Aujourd'hui, ok, on n'a pas ces pratiques, mais il y a quelques pratiques proches. Parce que le pouvoir, par les médias et partout, il commence à donner les signes. Que ok, c'est mauvaise personne, c'est mauvais. Et après, comment ça marche? Bah, évidemment, on est tous les humains. Mais les humains, c'est-à-dire que chez nous, il y a et bon et mal. Et chez les hommes et chez les femmes. C'est la même chose, on est humain, c'est tout. Donc, et quand le pouvoir il commence toujours à donner signe à un homme, regarde, cette personne elle est mauvais, c'est un peu, à quelque façon, il met hors de loi, et un peu, c'est un peu comme promesse certains bénéfices pour les gens qui vont faire coopération avec le pouvoir. Et dans une société, ça marche très bien, parce qu'on voit quand ça arrive, vient quelqu'un veut régler le compte ou quelqu'un veut avoir quelques bénéfices parce qu'il y a toujours bénéfices qui promettent. Et comme ça, il y a, ok, si ça concerne l'homme, donc viennent toujours les femmes qui aujourd'hui qui commencent à dire ah non, mais c'est un sadiste, c'est un maniaque, c'est un violeur. Et tout de suite, quoi, mais c'est les mots, tu peux dire n'importe quoi. Et c'est tout. Mais parce que les gens font ça, parce que le bénéfice, déjà, ils savent que ce sera bénéfice, ils ont leur bénéfice, et ça marche, les médias soutiennent, tout le monde soutient, donc c'est attaque contre la réputation. Et ça, c'est le deuxième niveau. Ok, c'est plus dur que prison, mais parce que moi, je suis artiste, réellement, et ok, moi, je m'en bats les couilles de ça, parce que pour un artiste, chaque artiste, il doit mettre en doute la question de réputation. Parce que pire réputation, c'est mieux pour l'art. Pourquoi? Parce que pire réputation, c'est plus compliqué à utiliser l'art pour quelque chose sauf de l'art. Donc ça c'est un moment important. Donc parce que quoi, l'artiste, il ne doit pas être moral. Il ne doit pas servir aucune morale. Parce qu'il n'y a pas quoi, il n'y a pas de morale. Morale quoi, il y a les morales dominantes. Et après chaque groupe, il y a son moral et il n'y a pas de grande différence entre le moral et l'idéologie. Si un artiste commence à servir en moral, c'est la même chose qu'il servir en idéologie. Donc l'artiste il doit être amoral, il doit mettre en doute cette idée de bonne réputation, Ok, donc et moi je m'en fous. Donc pire réputation, mieux pour l'art parce que c'est plus compliqué à utiliser moi-même pour quelque chose. C'est plus compliqué à instrumentaliser mon art parce que la réputation est mauvaise, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices mais instrumentaliser. Ça c'est ok, ça c'est pas très grave. Mais ici en France, je rencontre troisième niveau.
d'oppression qui est encore plus dure déjà que déjà attaque contre réputation. Ça, c'est déjà attaque directement contre ton identité. Donc, par exemple, ta vie, tu consacres la vie, ok, moi je consacrais la vie pour l'art. Donc, c'est tout, c'est ma vie. Donc, tout que l'art, les théories de l'art, les pratiques de l'art. Et ici, par exemple, après l'événement pornopolitique, à 4e jour, les médias, ils ont commencé, certains plans, parce que tous les médias ensemble, ils commençaient à dire, ah non, c'est pas un artiste, c'est un faux artiste, c'est un pseudo-artiste, ah non, c'est pas du tout artiste, ok, c'est un réfugié, c'est un seulement russe, c'est un activiste. Donc c'est quoi? C'est insulte. Appeler un artiste, si tu appelles un artiste, si tu dis que c'est un activiste, bah, c'est insulte parce que c'est la même chose que dire que c'est un criminel, un fou, un n'importe qui, parce que c'est pas lui, c'est pas son identité. Donc c'est tout. Et ça, ils ont commencé à faire vraiment direct attaque contre l'identité, parce que c'est quoi? Mais attaque contre l'identité, c'est pour détruire ton identité. C'est attaque déjà, parce que c'est attaque psychologique et assez dur. Donc c'est ça. Bien sûr. Comment ça marche? Et alors, comme vous avez parlé, on va y arriver directement. Votre œuvre pornopolitique, donc, où il y avait pas mal de choses, notamment la petite Cholina, mais il y avait aussi la bite de Benjamin Griveaux. J'ai posé la question tout à l'heure à votre femme Alexandra, et je vous pose la question parce qu'on se demandait quel était le message artistique, politique, enfin philosophique, que vous vouliez faire passer, en sachant que, personnellement, je pensais qu'il aurait pu avoir un message assez moral et puritain en disant un homme qui fait de la politique n'a pas le droit de montrer sa bite. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes spécialement un maire la morale et un adepte du protestantisme là, donc je pense pas que ça soit ce message-là. Après, il pourrait y avoir un message, en quelque sorte peut-être contre l'hypocrisie, en disant oui, un homme marié n'a pas le droit de draguer d'autres femmes. Après, enfin, pourrait y avoir peut-être un message pour attaquer le fait que le gouvernement Macron soit spécialement puritain, woke, etc. Ou encore, ou alors, bref, je ne sais pas s'il y a un autre message. Le message, expliquez-nous, parce que je pense que c'est une vraie interrogation et c'est une vraie question. Ok, tout d'abord, pourquoi on parle, pourquoi on utilise ce terme message? C'est quoi? Ce terme qui vient, je pense qu'en années 80, il concerne seulement certains types d'art. Et déjà, il ne concerne pas ni conceptualisme, ni minimalisme, ni, je ne sais pas c'est quoi ce truc, message. Non, mais pourquoi? Non, mais en gros, ça c'est très simple. Pourquoi? C'est quoi l'idée de geste pornopolitique? Ça a été quoi? C'est très simple. Ça a été jeu avec le style, avec les catégories de style. Parce que tout le monde, on connaît la théorie de esthétique. Déjà, qui était déposée par Baumgarten, donc il était déposé par Baumgarten. Donc dans cette théorie de esthétique, c'est quoi la base de l'esthétique? C'est qu'il y a 3 styles. Il y a style élevé, style moyen et il y a style bas. Donc on peut dire avant ça a été beaucoup plus dur. Donc évidemment qu'il y a les types personnes, types choses sur lesquelles tu peux parler seulement et tu peux utiliser seulement style élevé. Donc tu peux parler avec les beaux mots, tu dois être un peu au-dessus, un peu comme tu parles sur Dieu, comme tu parles sur le roi, etc., etc. Les rois, ils ont fait les portraits qui étaient toujours faits par le style élevé. Donc il y a quoi? Style moyen, c'est quotidien, c'est notre vie quotidienne. Comme les gens ils mangent, ils font son life quotidien. Et style bas, évidemment, c'est tout que, on peut dire quoi, tout que vulgaire, sexe, etc., etc., donc le génital, etc., etc. Mais, aujourd'hui, c'est 21e siècle, c'est pas 18e siècle, c'est pas 17e siècle. Donc, et aujourd'hui, évidemment, si on parle de style élevé, aujourd'hui, un homme politique, donc un gouverneur ou quelqu'un, il ne va pas faire son portrait à huile sur toile et montrer dans la rue pour tout le monde son portrait huile en toile, ou comme les empereurs à Rome mettent son statue 15 mètres pour un peu montrer, pour avoir cette représentation à style élevé. Non, aujourd'hui, quand même, c'est époque des médias. Donc c'est évidemment qu'on parle de portrait médiatique
d'un candidat de mairie Paris qui était fait à style élevé. Pourquoi style élevé? Si on va se souvenir, un peu son discours c'est quoi? Ah non, mais moi je suis progressiste, mais dans le même temps je représente les valeurs traditionnelles. Je suis père de 3 enfants, je suis parfait mari, donc moi, je vais devenir maire de Paris, je vais devenir, et tous les Parisiens absolument, ils vont devenir comme les membres de mon famille, et bon, moi là-bas, je vais être comme père de toutes les familles, je vais devenir chef de tout le monde famille. Donc évidemment, ce portrait médiatique qui a fait à style élevé, parce que personne qui va devenir chef et père d'une grande famille, évidemment, c'est personne qui est au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tous les Parisiens, c'est style élevé. Et qu'est-ce que je fais? Je fais seulement une compilation entre style élevé et style bas. Donc, c'est-à-dire, pour imaginer assez simple, pour imaginer, c'est comme j'ai pris un portrait qui a fait un politicien qui est à style élevé, et comme je dessinais sur ce portrait une bite, c'est tout. Donc c'est tout, c'est le geste qui déjà, les élèves ils font ça dans l'école, on peut imaginer, il y a quelques portraits, personne vient un gamin et il dessine une bite. Donc c'est un geste très simple. Et ce geste très simple, comment il fait ce cataclysme en France, c'est impossible d'imaginer. C'est vraiment, ça a été un cataclysme, une explosion. Et c'est ça que j'appelle une magie de l'art. Ça, pour moi, c'est vraiment une magie de l'art. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre un peu de distance seulement. C'est seulement un geste. Une bite sur un portrait de style élevé. Mais ces choses, non, mais ça, ces choses, on peut dire déjà, c'est comme, c'est quoi? C'est une distance, c'est une bite, c'est rien. C'est tout, et ça fait cette explosion, donc ça, c'est vraiment cette magie de l'art. Donc c'est ça l'idée de geste. Oui, mais vous auriez pu prendre, pour faire cette rencontre en deux styles, je sais pas, le candidat à la mairie de Paris, vous auriez pu prendre, je sais pas, un écrivain, un intellectuel, un penseur, un artiste lui-même, et vous auriez pu prendre un type qui fait pipi ou qui vomit ou qui fait popo. Là, vous avez pris le candidat à la mairie de Paris en pleine campagne qui se masturbe, alors en plein contexte de féminisme, de wokisme. Donc c'était pas seulement la rencontre hostile, il y avait aussi autre chose, non? Ah ouais, bien sûr. Parce que quand même, l'idée aussi très importante que j'ai réalisée, quand même, j'ai réussi de faire, première ressource porno mondiale avec les participations des politiciens officiels et représentants du pouvoir. C'est première ressource porno mondiale. Non, mais c'est vrai, parce que moi je fais. Non, mais je fais. Il y en a qu'un représentant. Ah non, mais je fais. Ça, c'est d'autres questions. Parce que je fais les recherches. Il y a les milliers de ressources porno. Il y a avec les plantes, avec les cadavres, il y a, bon, je sais pas, avec les plantes, cadavres, avec les animaux, mais aucune n'existait pas avec les politiciens, avec les représentants du pouvoir ou officiels. Et moi, non, en tant qu'artiste, je dois apporter quelque chose de nouveau. Et quand même, et moi j'ai réussi. Ça, c'était énorme réussite. Quand même, j'ai réalisé, j'ai fait ça. Et ok, évidemment, ça a été grâce à la participation de Benjamin Griveaux. Parce que quand même, ça, seulement j'avais de la chance que notre chemin dans ce vie, ils ont croisé. Parce que lui, on sait, tout le monde, on sait que le produisait des films porno court-métrage, ça a été son loisir. Il a produit, déjà là-bas il était un acteur, il était quand même un réalisateur, il était un caméraman. Vous avez pensé à le rémunérer pour sa participation, lui donner des droits d'auteur? Je sais pas, il vient pas avec moi, il vient pas parler avec moi. S'il va parler, on peut négocier cette question. Ouais. Mais pour l'instant, il vient pas de parler, il se cache, je sais pas. Mais ok, mais ça c'est d'autres questions. Mais il y a que dans le porno politique, il y a la Titiolina, lui, il y a d'autres hommes politiques? Non, mais après,
à cause de cette sale démarche du gouvernement français, eux, ils ont bloqué mon ressource porno. Ah, Ils ont bloqué mon ressource porno, mais quand même, 8% de population française, ils ont regardé mon œuvre d'art, mais c'est pas mal en tant qu'artiste. Tu fais l'œuvre d'art et tout de suite tu peux organiser ton expo dans l'espace numérique, donc ça a été dans Internet, et quand même 8% de population de la France, c'est à peu près entre 6 et 7 millions de Français qui, tout de suite, qui regardaient mon œuvre, et 82% de population, ils ont parlé. En tant que pour l'artiste, c'est très grande réussite. Normalement, je devais avoir, je pense qu'au moins, Légion d'honneur. Je devrais avoir, normalement, mais quel artiste? Parce que, si on peut faire cette comparaison, non, quelqu'un peut dire, quelqu'un peut venir, bien sûr, avec critique, comment dire, non, mais ça va, naissance du monde, Gustave Courbet, déjà faire, c'est dans Orsay. Mais combien d'institutions devaient passer son œuvre d'art afin que vienne de Orsay, avec cette vagin d'une danseuse parisienne. Et moi, quand même, sans aucune institution, j'ai réussi à avoir mon auditoire, mes spectateurs assez nombreux et assez rapides. Et j'avais pas aucune légion d'honneur. Vous pensez que Benjamin Griveaux aurait dû être content? Enfin, peut-être qu'il n'aurait pas dû démissionner, peut-être qu'il aurait dû penser au contraire qu'il avait fait partie d'une œuvre d'art? Normalement, je pense que profondément, il doit être content. Ah oui. Non, mais évidemment. Non, mais attends. Non, mais si ton loisir, c'est produire les films porno court-métrage, il y a question. Je parlais avec certaines personnes, quelques personnes, il dit, attends, il était dans la production, mais quelqu'un lui déjà accusé que c'est un radin parce qu'il dit, ça va, personne n'aime, mais pourquoi il n'a pas invité, par exemple, l'équipe technique? Donc, pourquoi? Non, mais ça va. Il y a un galériste, il dit parce que c'est pour économiser. Quelqu'un d'autre, il dit non, mais ça va parce qu'il avait son travail, son boulot, et comme ça a été plus, il pouvait faire plus tranquille, donc, parce que c'est compliqué tout compiler. Mais réellement, ça va, il faut donner pour les gens de liberté. Je vois pas aucun problème. Quand même, on connaît Cicciolina, c'est pas Benjamin Griveaux, ça a été star porno mondial, connu mondial, c'est super star. Donc, il était élu par le peuple italien, il était dans le parlement italien, donc c'est quoi? Ça a été une députée, ça a été cette femme qui a fait son carrière politique. Et dans le même temps, il était pornostar. Donc il n'y a pas aucun. Non, mais il faut donner pour les gens leur liberté, parce que moi, tout je fais. Quand même, pour moi, la chose la plus importante, c'est liberté à tout. Tout le monde doit être libre. Mais si je respecte ça, je demande déjà à respecter la liberté artistique, il faut respecter aussi la liberté d'expression. Ici, déjà, un politicien, si son loisir, c'est produire des films porno, il est libre de faire ça. C'est tout, il est libre de produire des films porno. Il ne faut pas blâmer de ça. Il ne faut pas dire aïe aïe aïe. Non, il est libre de faire ça. Il n'y a pas aucune incompatibilité avec son poste officiel. C'est pas le problème. Oui, il est libre de produire, mais aussi, moi, dans l'artiste, est libre, c'est dans quel mélange de regarder. Israël et la Russie, ça devient la même chose. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et alors, juste sur la question, est-ce que finalement la Russie ne serait pas content de ça, même si c'est pas le but, mais est-ce que ça n'a pas arrangé ceux qui vous ont exilé? Moi, je ne monte pas les couilles de content, pas content. La Russie, c'est la même question. Non, mais quand je fais mon événement fixation, ou quand je fais mon événement suture, ou quand je recontextualise le geste de Van Gogh, et quand j'ai coupé mon lobe d'oreille, c'est quoi? On peut dire aussi, ah non, mais peut-être
quoi, la France, le gouvernement français, peut-être ils ont été très contents de ça. Non, mais ça, c'est un peu bizarre, parler comme ça. Et finalement, ça c'est pas, moi, je ne monte pas les couilles, qui est content, qui n'est pas content. Bah, moi, je fais que je peux faire, que je veux faire en tant qu'artiste, qui aime pas, ça ne me concerne pas. Alors, en octobre 2017, vous incendiez la façade d'une succursale de la Banque de France qui était sise place de la Bastille. Et pourquoi? Bon, ça a été mon 7e événement de l'art sujet-objet. Donc, l'événement qui s'appelait Éclairage. Donc, événement qui réellement, ça a été très important pour moi. Parce que à l'époque, j'ai quitté la Russie et mon dernier événement, ça a été l'événement Minas, donc que j'ai fait à l'époque en Russie, donc j'ai mis en feu les portes de FSB. Et ici, on voit, parce que ok, pour moi, en tant que pour l'artiste, tous mes œuvres, donc c'est 8 événements, c'est comment maintenant c'est 8. Donc quand même aussi, il y a une composition entre tous les œuvres. Ok, peut-être les spectateurs, les gens qui ne connaissent pas assez, bah, ils voient séparément. Mais pour moi, c'est aussi, il y a une composition, donc il y a les liens entre différents événements. Bah, et parce que le dernier événement donc, que je fais en Russie, l'événement Minas, ça a été une certaine forme, donc ça a été une figure d'artiste qui met en feu le central bâtiment de FSB. Donc ce feu, et là-bas, je fais quand même, je recontextualisation de méthode de Caravage, donc Tenebroso. C'est quand tu fais composition de images par les contrastes entre clair et obscur, mais contrastes très forts. Donc, et là-bas, donc, je viens en France, donc c'est-à-dire j'ai fini mon pratique artistique en Russie et je commence à faire mon pratique artistique en France. Et donc c'est comme, vous savez, c'est comme dans la poésie. Il y a le rime dans la poésie, donc tu finis par un point et tu commences. Et ici, je voulais commencer par ce point. Parce que si on va comparer mon événement Minas, la forme de l'événement, donc l'image, et l'événement éclairage, on va voir que la forme elle est très ressemble seulement pour montrer que je pensais que je répète la forme, j'ai accentué ça et pour cela, ça a été, je mets en feu 2 fenêtres de Banque de France. Parce que c'est pour accentuer cette symétrie entre 2 œuvres. Mais pourquoi la Banque de France? Banque de France, pourquoi? C'est très simple. Ça a été idée de geste, ça a été rendre visible ce changement paradoxal de symbole. Ce truc, c'est sur les questions de symbole, parce que... T'es une attaque contre l'argent? Ah, pas du tout, je m'en bats les couilles, ça me concerne pas, non. Ah non, c'est question de symbole, c'est très simple, c'est comment un symbole était changé par un autre symbole qui est absolument le contraire de ce symbole, donc c'est-à-dire que c'est comme un symbole de liberté du peuple, parce que on sait que c'est place de la Bastille, et ça a été place où avant ça a été sur la prison de Bastille, mais ça a été quand le peuple il a détruit cette prison de Bastille, qui était presque absolument vide. Ça a été détruction symbolique. Donc un peu qu'on détruit ce prison, on détruit ce despotie, maintenant c'est place libre, on est libre. Et après, comment le pouvoir, quand même, ils ont mis dans le même place, ils ont mis le succursale de Banque de France. Mais Banque de France, on sait que le rôle de Banque de France, tout le monde connaît que quand même c'est Banque de France qui organisait cette massacre à Paris quand ça a été pendant une semaine assassiné 35 000 Parisiens. Ça a été année 1871. Oui, ça a été assassiné parce que Banque de France, et en façon cachée, ils ont envoyé à Versailles plus que 315 000 francs. Donc les groupes militaires de Versailles, ils ont préparé, ils viennent à Paris, ils ont...
Ah ouais, pendant les C'est la ils commune, ont, ouais, pendant, ils ont, Pourquoi la Banque de France sur la commune, je comprends parce que c'est eux qui sponsorisaient Ah, oui. le groupe militaire Ah, de oui, Versailles qui vient d'occuper la ville. Et ils ont assassiné, ils ont fait ici à Paris, ils ont fait un massacre, un réel massacre. Pendant une semaine, ils ont assassiné 35 000 Parisiens. 35 000 citoyens, bah non, mais quand même, c'est Banque de France qui fait ça. Quand même, c'est d'autres symboles. Et le pouvoir, ils ont mis dans le place de la vraiment Bastille, mettre ce pour ça. C'est ça la question. Pour faire une réponse à en fait la Banque de France qui avait fait la commune. Non, mais c'est question de Oui, symbole. Non, mais c'est le symbole. Symbole, parce que Mais c'est vrai, c'est un symbole un peu oublié en France. Peu de gens. bah, évidemment, parce que les gens ne sont pas très intéressés de l'histoire. Même les gens qui s'intéressent à l'histoire de France disent qu'il y a eu des massacres terribles en France, la collaboration, la guerre. Peu de gens aujourd'hui en France militent par rapport à la commune. Non, mais il faut quand même, il faut, ok, parfois, peut-être parce que je viens de Russie, parfois, quand tu es à l'étranger, tu connais, tu vois un peu de choses. Pour toi, c'est plus clair quand tu es toujours dans un contexte, ça, je peux comprendre. Non, mais ça a été le rôle de Banque de France, c'est bien sûr cette question. Pourquoi finalement, on voit qu'un symbole, il était changé pour le symbole absolument contraire de ça. Donc c'est ça. Et moi, je voulais rendre visible, pour moi, ça a été intéressant de ce changement paradoxal. Et donc, comment ça s'est passé techniquement? Vous êtes arrivé? Comment ça s'est passé? Bah quoi Il était quelle heure? Comment ça s'est passé? Ça a été la nuit, parce que comme déjà je dis, pour moi, je fais, donc, il y a trois œuvres d'art quand j'ai contextualisé cette méthode de Caravage, donc quand j'ai construit les images par le clair et obscur. Mais pour construire avec le clair et obscur, bah quoi, j'ai besoin obscur, c'est quoi? C'est les nuits, et le clair, c'est quoi? C'est le feu. Donc comment on fait ça? Donc c'est tout, c'est très simple. Donc pour cela, je vis pendant la nuit. C'est le premier. Le deuxième, j'avais besoin d'un assistant pour mettre en feu deuxième fenêtre de Banque de France. Parce que techniquement, c'est pas tout à fait facile. Donc à l'époque, j'ai demandé, donc ça a été ma ex-copine, donc qui m'aidait à faire ça, et surtout, et quoi. Mais il fait quoi avec des allumes-feu? Oui, j'avais les allumettes et une comment dire, en liquide, liquide. Ouais, c'est compliqué de faire un feu, parfois ça prend. Ouais, ça prend du temps, mais ça prend du temps, mais quand même. Et vous n'aviez pas peur des conséquences? Non. Non, mais c'est quoi la peur? La peur, et moi, c'est un peu comme, déjà ce mot, les gens ils confondent souvent la peur avec le raison. Les gens ils pensent que non, mais avoir peur c'est raisonnable. Mais avoir la peur c'est rien de raisonnable. Parce que la peur c'est plus proche de façon de paranoïque. C'est paranoïdal plutôt. Parce que tu ne vois pas le monde objectif. Tu commences à voir par les commandes paranoïaques. Et moi quand même. Vous n'êtes pas parano? Je ne suis pas paranoïaque quand même, je suis assez personne raisonnable, donc quand même, je contrôle un peu la peur et ça, c'est tout. Tu dois un peu seulement réfléchir. Il y a une question sur l'art que je me pose, c'est qu'on dit souvent que l'art permet en gros d'exprimer par notre art, par nos tableaux, par la littérature, des choses qui sont innommables, infaisables. En gros, je donne un exemple tout con, j'ai envie d'assassiner mon voisin, comme je ne peux pas l'assassiner parce que c'est interdit, je vais l'assassiner dans mon livre ou dans mon tableau. Et vous, par exemple, je sais pas, j'ai envie de brûler la Banque de France, comme c'est pas possible, je vais faire un tableau où la Banque de France brûle, ou comme c'est pas possible, je vais écrire un livre où elle brûle. Mais alors vous faites vraiment. C'est-à-dire vous, à l'inverse, l'art va plus loin que la fiction. Non, je ne suis pas d'accord ici. Parce que ici, c'est pas but brûler Banque de France. Non. C'est plutôt image. Ouais. Moi, je construis une image, c'est tout. Je construis une image parce que, ok, c'est façon comment je parle. Ce l'événement, il s'appelle éclairage. Donc, c'est quoi? C'est lumière. Mais éclairer on peut dire, sur vérité, donc, qui les gens, parce que le place de la Bastille, si vous allez promener, c'est milliers de monde qui, chaque fois, chaque jour, il est là. Tout le monde il voit comment ce changement de symbole, absolument paradoxal,
mais personne ne pose pas les questions. Et quand même, tu entends comme l'artiste, parce que c'est quoi l'art? Ok, je parle de l'art visuel. Ok, l'art visuel, quand même, l'art visuel, il rend visible. Il rend visible les côtés de réalité qui, comment on peut dire, à quelque façon cachés, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Ou, par exemple, quoi, si on parle, par exemple, l'enfer et le paradis, c'est quoi? C'est notre imagination. C'est les écrivains qui écrivent et c'est les artistes qu'ils ont rendent visibles les enfers et le paradis. C'est comme ça on a les enfers et le paradis. Donc, c'est quoi l'enfer et le paradis? C'est chose qui existe. C'est notre peur de la mort. Parce que donc, déjà on voit le progrès de technique, de science et tout, mais ça ne change rien. Tout le monde a peur de la mort. Et pour cela, dans notre tête, toujours il y a cette projection, l'enfer, paradis. C'est comme ça. Et c'est l'art aussi qui donne nous ces images, les choses qui vivent dans nous. Parce que toutes ces images qu'on voit, ils vivent dans nous, mais dans nos têtes. Mais les artistes qui rendent visibles. Donc, et moi, en tant qu'artiste aussi, moi, je rends visible. Ici, dans le canon, ça va, c'est comme geste, c'est poétique. Tu rends visible, tu éclaires en paradoxal changement, en vérité, par les fenêtres qui mettent en feu. Je pense qu'éclairer quelque chose par les feux, c'est assez poétique. C'est ça le. Oui, parce qu'avant, on la voyait beaucoup moins bien. Après, ouais, donc c'est ça. Ouais. Et alors, juste une question, c'est quand même quand, à chaque fois, bon là, il y a eu un problème judiciaire, mais on a l'impression que l'art pour vous, vous n'avez pas peur de la justice, vous n'avez pas peur de tout perdre, et surtout, la question, c'est que, encore tout perdre, etc., c'est la peur, mais vous êtes presque une sorte de fakir, parce que quand vous clouez les testicules sur la place rouge, c'est pas l'art qui va vous empêcher d'avoir mal. Donc pourquoi vous n'avez pas souffert? Enfin, je veux dire, comment ça s'est passé? Il y a rien à voir avec souffrance, si on dit sur les choses physiques, c'est rien à voir avec douleur et ça, non, vous êtes l'homme aussi, non, mais ça va, on connaît que chose, si je cousu les lèvres, si je coupe les lobes d'oreilles, si je clouais les couilles, mais ça va, c'est la peau. Donc c'est quoi? C'est pas question de douleur, parce que moi, je construis une image, c'est tout. On peut dire que image, peut-être, il représente quelque souffrance, mais c'est image qui représente. Donc c'est pas chose, mais c'est pas ok, mais c'est quoi, la peau, quand tu es un peu. Je me suis bien mal exprimé, ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois certaines personnes, c'est notamment le cas des fakirs, qui arrivent à marcher sur du verre pilé ou quasiment à s'entailler là où normalement nous on va hurler de douleur et tomber dans le pomme et qui ne ressentent aucune douleur. Est-ce que vous c'est un peu le même cas avec l'art, c'est-à-dire que vous êtes tellement impliqué dans votre performance que vous en venez à oublier par exemple la douleur de ce... Ah non, parce qu'il n'y a pas d'ici question de douleur. Encore, je répète, c'est la peau. Donc c'est l'image qui compte. On peut dire que c'est plutôt l'image qui représente quelque souffrance et c'est le spectateur qui sent ce douleur. Donc vous comprenez, c'est ça la force de l'art. Parce que, encore je répète, vous êtes l'homme, on parle déjà, il a cloué les couilles. Mais vous savez bien quoi, les couilles, c'est la peau. Mais la peau, c'est quoi tu sais, il n'y a pas de douleur. C'est la peau, il n'y a pas de quoi. Ici, couper un lobe d'oreille, il n'y a pas de. C'est quoi? C'est quoi? C'est rien. C'est pas de douleur pour moi. C'est l'image qui vraiment que les spectateurs, ils sentent le douleur. Mais c'est ça la force de l'art. Et pourquoi on parle de souffrance Parce que, par exemple, vous me demandez pour le premier élément d'un plus suture, quand réellement, là-bas, j'ai recontextualisé un geste qui fait par les prisonniers. Donc, les prisonniers, ils épousent, ils font ça quand ils veulent montrer qu'ils ne peuvent pas parler, etc. Après, il y a aussi fixation. C'est pas moi qui créais ce geste, c'est aussi les clouer les couilles, c'est geste des prisonniers. Après, ça a été l'élément carcasse, donc avec barre de wire.
Et ça a été l'événement, séparation quand j'ai coupé de l'os d'oreille, donc quand je contextualise le geste de Van Gogh. Mais là-bas, ça a été sur la mur de l'hôpital psychiatrique. Mais par exemple, c'est question sur quoi mes œuvres, en gros. Réellement, c'est toujours sur le trauma de petites personnes dans le présent quotidien. Donc surtout, c'est tous les mes œuvres, c'est trauma de petites personnes ces petites personnes dans le présent de la vie quotidienne. Et comment ce petit personne, il essaie de se libérer de ce présent quotidien. Donc on voit qu'il ne peut pas parler, parce qu'il n'y a pas de liberté artistique, il ne peut pas déjà dire les choses qu'il veut dire parce que c'est un petit personne dans ce présent de la vie quotidienne. Donc il est dans quoi? Il est dans ce système législatif, donc, qui, comme les Barbie-Fire, qui est au-dessus de n'importe quel vêtement. Il ne peut pas bouger parce que chaque ton mouvement, ça donne le douleur. Donc après, il ne peut pas bouger parce que il devient comme un objet qui, avec les couilles clouées sur l'épave de Place Rouge. Donc déjà handicapé, il ne peut pas déjà absolument bouger. Là-bas déjà, et après, il est sur les murs de hôpitaux psychiatriques. Et un peu ce mur, c'est le même comme ce couteau qui était dans ma main, dans la main de l'artiste, qui est donc parce que ce couteau, c'est comme ce mur. Et comme ce couteau, il coupe de l'os d'oreille, qui devient en partie du corps amputée, parce qu'il n'y a pas aucune fonction. C'est aussi les gens, cette mur, elle coupe de société, et évidemment, tout le monde qui a ce mur, donc ils sont dans ce hôpital, donc ce présent psychiatrique, évidemment, c'est comme partie amputée. Donc c'est la même chose, donc on voit encore ce petit personne, et maintenant déjà, il est dans, parce que c'est quoi? Tu es en bonne santé ou tu es malade mental, c'est seulement cette mur qui décide. Parce que dans quel côté de mur tu vis. Si tu vis là, donc tu es malade mental. Si tu vis ici, ok, tu es une bonne personne dans bonne santé. Donc c'est ça, c'est la vie. Donc c'est quoi? C'est la vie c'est cette souffrance, ce trauma de personnes, de petites personnes de présent de la vie quotidienne. Et après, comment il essaye de se libérer. On voit, il essaye mettre en feu, et toujours quand il essaye déjà faire quelque chose, toujours on voit que le pouvoir, toujours tout de suite, lui oppresse. Déjà, il ne peut pas le faire. Quand il essaye de mettre en feu quelques portes, on voit tout de suite, vient des agents de FSB qui lui oppressent, il vient tout de suite à prison. Quand il met en feu les banques de France aussi, tout de suite, il est sur le terre. Porno politique aussi, on voit une petite personne, il ouvre ressources porno, tout de suite, il est bien noté sur le terre, etc. Donc on voit ce trauma de la vie. Alors j'ai une question quand même, parce que je comprends tout à fait les conséquences judiciaires qu'ont parfois certaines de vos actions artistiques, et le fait qu'en Russie... L'événement. Voilà, voilà. Et qu'en Russie aussi, il y avait une volonté peut-être de vous faire taire, ou en tout cas d'être des artistes. Mais alors là, il y a quand même une autre question qu'on m'a posée, et je pose toutes les questions. Voilà, il n'y a pas du tout de volonté de piège, c'est dans l'actualité. Est sorti aux éditions de l'Observatoire un livre de Oksana Chaligina, qui s'appelle Sous emprise, qui en gros dit Piotr Pawlenski est 100 fois pire que Griveaux, un hypocrite capable de toutes les perversités. Pour m'expier mon infidélité, il m'a obligé à me cisailler l'auriculaire dans une mare de sang. Je n'avais pas le droit de lire, de me maquiller, de faire du sport. J'avais des coups et des séances quotidiennes de fellation où vous disiez on n'est pas des puritains. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous avez attaqué les gens? C'est bon Marquise de Sade, c'est ma ex-copine qui connaît bien comment j'adore le Marquise de Sade, donc il y a... non mais ça va. Non mais ces choses que moi je dis, c'est le deuxième niveau d'oppression de l'artiste, c'est le deuxième niveau d'oppression. Et ça c'est une situation très simple, c'est quoi? C'est ma ex-copine, c'est pas... Est-ce qu'il y avait des choses vraies dans ce livre, mais qu'elle n'a Ah non, pas mais perçues ce dans mensonge, ce non mais ça va, ce mensonge, ce mensonge, c'est création. C'est création avec le but
pas du tout artistique, les buts assez banals, parce que, ok, on a vécu pendant 12 ans, donc avec cette femme, on a deux enfants, etc., etc. Et maintenant, je suis avec mon amoureuse, je suis avec Alexandra, et, ok, et cette femme, donc cette ex, sont un peu son position de la vie, c'est où c'est mon homme, ou c'est pour personne. Donc un peu, quand il a capté les situations, ok, quand il a capté les situations, et surtout après, pour nos politiques, ok, que moi, j'ai une amoureuse, que, ok, on échangeait avec les mots d'amour avec Alexandre, pareil, parce que quand on était dans les gardes à vue, quand on était donc, au dépôt, on changeait les mots d'amour par les avocats, etc., etc. Donc, ok, elle est vraiment, elle devient ex, donc publiquement, parce qu'on est déjà séparés depuis longtemps, mais pour elle, ça a été que, ok, on a séparé, mais évidemment, elle a pensé, ok, on est séparés, mais moi, je reste quand même dans l'espace public, c'est moi qui reste femme principale, peut-être elle va avoir quelques petites copines, ou quelque chose comme ça, ou il va faire quelque chose, je sais pas, aller chez prostituée, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais ici, évidemment, il y a un amour. Donc il y a une femme et évidemment son but c'est écraser cet amour. C'est une question de jaloux parce que c'est écrasé. En plus si c'est pas mon nom, donc c'est pas pour personne. Parce que ça va, parce que les choses comme ça, les accusations comme ça aujourd'hui, dans notre époque, avec cette culture MeToo, donc, parce qu'aujourd'hui on a quoi, ça vient de nouveau totalitarisme, c'est des tendances absolument totalitaires, c'est comme dans les années 30, Allemagne, Union soviétique, tu pouvais tu peux parler mot seulement, tu dis, à mon voisin, mon collègue de travail, j'ai entendu, il parlait pas très bon sur Führer, ah non, oui, il parlait pas très bon sur Staline, c'est tout, c'est les mots. Mais comment tu peux vérifier les mots? Tu ne peux pas vérifier les mots, et c'est tout. Et après, le système... Est-ce que vous pourriez quand même dire que vous n'êtes pas spécialement féministe et que peut-être parfois vous êtes un petit peu, peut-être, je ne sais pas, mais... ou est-ce que vous trouvez que vous vous considérez comme féministe? Moi, je me considère comme... égalitariste, c'est-à-dire que moi, comment je comprends le féminisme? Ok, peut-être je n'ai pas raison, mais je vais expliquer. Je comprends le féminisme quand même que c'est un mouvement pour égalité entre les hommes et les femmes. On est différents physiquement, mais par égalité sociale. Et dans ma vie, je suis très fidèle de mes positions. Donc, par exemple, on vit avec mon amoureuse Alexandra, on loue un appartement ensemble, on partage le loyer absolument de deux côtés. Toutes les questions de ménage, de tout, on fait, chaque personne, il fait, on change l'un l'autre. Donc, il n'y a pas, donc tout, moi je suis pour l'égalité. Donc, ce type de féminisme, quand on dit que féminisme c'est pour égalité entre les hommes et les femmes, je suis absolument pour. Mais quand ça vient on peut dire, mutation nouveau, il commence à dégrader sur les quelques mouvements qui disent non, chaque parole des femmes, c'est toujours la vérité, et déjà, ça peut être aucun doute que c'est toujours la vérité, mais chaque parole des hommes, c'est toujours mensonge. Désolé, c'est pas déjà question d'égalité. On n'est pas dans l'égalité, c'est tout. Et est-ce que parfois, vous pourriez dire que dans votre vie passée, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être un peu insistant avec une femme, ou un peu, je sais pas, d'être un peu en tout cas, ou est-ce dans votre façon de draguer, de séduire, ou non? C'est quoi insistant? Un peu forceur. Non. C'est une question. Non. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui en France, il y a un climat... Non, moi je suis personne comme moi, quand même, moi je me considérais comme comment on dit moi je suis une personne tranquille, donc comme Alexandre a souvent dit que moi je suis un gentleman iconique, donc quand même je considère que ça c'est assez pour comprendre quoi. Tellement quoi, je pense. Quoi? Tellement quoi, vous avez... Sur qui? Sur quoi? La dernière fois, j'ai pas bien compris.
Que quoi? Ah, Gentleman iconique. Ah non, mais ça c'est les mots de Alexandre. Vous Parce êtes- que, ouais, que moi je suis un gentleman iconique. Ah, vous êtes. Ouais, donc les femmes par exemple, ok, ma femme, donc Alexandre, elle par exemple, elle considère que moi, je suis un gentleman iconique. Donc c'est-à-dire que, que je suis bon, que je suis bon homme. Vous vous trouvez beau non, mais vous vous trouvez. Est-ce qu'on a l'impression que dans votre Bon art. homme. Oui, bonne, mais est-ce que vous dites je suis excitant et je plais aux femmes? Ah, non, je sais pas que non, mais moi je pense que déjà, surtout beauté, c'est pas qualité des hommes. Non, bien sûr. L'homme déjà c'est plus moche, c'est mieux. Mais vous faites de la muscu par exemple. Quel muscu, non, mais j'ai un peu de gras. Ah, Non, je mange beaucoup de burgers et et vous avez l'air plutôt viril par exemple, dirait une femme. Mais viril, c'est normal parce que Ah ouais. si tu es un homme, ouais, ça va. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les hommes justement sont dévirilisés? Je sais pas, je fais pas cette observation, mais peut-être il y a tendance que certaines idéologies, peut-être il est, il est un peu, il fait il essaie de faire un pas pour cela. Mais chaque personne est décide qu'il fait que lui. Ça ne me concerne pas. Moi, je décide pour moi-même. Et est-ce que dans le lien aux femmes dans votre art, est-ce que, parce qu'on sait très bien qu'un artiste, même si c'est une conséquence, mais un artiste c'est quand même excitant pour une femme, l'art c'est quand même excitant pour une femme, est-ce que c'est, tu dirais, une conséquence à part, ou est-ce que dans votre art il y a aussi une volonté que des femmes vous admirent, ou est-ce que vous direz que c'est une conséquence, ou est-ce que ça n'a pas de lien, vous savez très bien que par exemple si vous aviez été je sais pas quoi maçon et que vous n'avez rien fait, moins de femmes se seraient intéressées à vous. C'est aussi le fait d'être un artiste, d'être un contestataire, d'être quelqu'un qui fait des performances, qui plaît aux femmes. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Absolument non, parce que pour moi c'est chose principale, pour moi l'art c'est but, ce n'est pas de moyen. Ça c'est très important pour comprendre ça. Moi je déteste ça, et vraiment je méprise ça. Et les artistes, et les écrivains, et n'importe qui, c'est visible. L'art, c'est le but. Si tu deviens un artiste, ou si tu deviens un poète, ou si tu deviens un philosophe, ou n'importe qui, et moi, ça, c'est ton but, c'est pas ton moyen. Ouais. C'est pas un moyen pour devenir riche, pour devenir. Ah non, mais pas du tout. Moi, on voit ça. Quand c'est quelques certains de merde qui essayaient d'utiliser l'art en tant que moyen pour je sais pas quoi, pour plaire des femmes, ça, on voit parce que ça sera toujours pourri. On voit les choses intéressantes dans l'art parce que personne quand même elle peut se présenter, il peut mentir beaucoup par les mots. Mais quand tu vois les œuvres d'art, quand tu vois l'artiste, il est absolument ouvert, tu vois, il est toujours nu, réellement. C'est-à-dire tu vois tout, personne ne peut pas mentir. Les œuvres, il te dit tout. Tu comprends tout sur la personne. Pourquoi elle fait quoi, c'est quoi ses valeurs. Et est-ce que là vous avez quand même, je sais pas, mais j'ai l'impression deux procès, celui pour le couteau et celui pour la diffusion d'image. Est-ce que vous appréhendez ça avec stress en vous disant que peut-être vous pourriez aller en prison, ou est-ce que vous en fichez complètement? Ça dépend de quel procès, parce que si on parle de... non, mais ça c'est important. Non, mais c'est important parce que si on parle de cette poursuite judiciaire après l'événement porno politique, ça c'est juste absolument logique, et ça j'avais besoin parce que quand même je fais l'art sujet-objet. Donc c'est l'art sujet-objet, c'est l'art qui cherche disposition entre l'art et le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est l'art qui force le pouvoir à travailler pour l'art. Donc, c'est-à-dire que l'artiste, il crée les circonstances dans lesquelles le représentant du pouvoir, donc un sujet du pouvoir, il est obligé de réaliser son pouvoir. Et à travers de ça, il devient un objet de l'art. Et c'est comme ça qu'il commence à travailler pour l'art. Donc, mais évidemment, un artiste, donc ni moi, ni aucune autre artiste, moi je ne peux pas, en tant qu'artiste, je ne peux pas faire un événement. Moi, seulement, je peux créer les circonstances, et c'est les répercussions qui fait avant que ces circonstances deviennent un événement. Donc, c'est les sujets du pouvoir, c'est les
représentants du pouvoir qui commencent à gonfler à quelques faits. Donc, c'est fait simple, par exemple, comme ça a été avec porno politique. Qu'est-ce que je fais? Je fais une chose très simple. Un exemple. J'ai ouvert la première ressource pornographique mondiale avec participation des officiels, politiciens et représentants du pouvoir. Les gens, ok, ils ont kiffé de ouf en France, mais ok, ça a été partagé seulement dans les réseaux sociaux. Donc c'est Twitter, et ça, on connaît bien dans Twitter, chose déjà extra grande, il peut être vivant pendant une journée, ok, maximum 2 jours, mais ça doit être je ne sais pas quoi. Donc, mais c'est une journée maximum. Mais qui réellement, qui fait tout avant que ça devienne un événement? Ça a été tout d'abord, ça a été fait par le candidat de mairie Paris, parce que ça devient un événement. Quand il vient à 14 février, il commence à dire ouais, je retire mon candidature, etc., etc. Parce que normal, le jeu de comportement, personne ne pouvait tout le monde ignorer ça. C'est personne, c'est normal, il ignore ça, et c'est tout le monde après oublie. Où il y est. Parce que le journaliste, déjà, il ne demande pas où il est. Parce que, ok, ça n'était pas polite. Donc, ok, si quelqu'un, un journaliste en Solane, essayait de lui demander, il pouvait nier, c'est tout, il n'y a pas de question. Mais c'est lui qui est. Parce que ça a été une personne, ça a été un sujet, une situation de pouvoir. Il était obligé de commencer à réaliser son pouvoir. Donc, il est déjà l'auteur de Louis, et comme ça commence à marcher, et comme ça, il devient un objet de l'art. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a gonflé tout, parce que c'est quoi? C'est lui qui est premier. Donc, quand il vient avec AFP, il dit publiquement, ouais, donc moi je retire mon candidature, ça devient une explosion, c'est tout. À ce moment, tous les médias, en France et ailleurs, international, il commence à parler. C'est la première chose. Une deuxième chose qu'il fait encore pire, pas pire, mais réellement qu'il fait encore mieux, donc pour moi, pire peut-être, je ne sais pas pour quelqu'un, mais pour moi mieux, il est déposé plainte. C'est-à-dire quoi? Que quand tu déposes plainte, un petit mouche, il va devenir un grand éléphant. Parce que plainte, c'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, ça sera les juges d'instruction, les psychiatres, les juges de tribunal, les policiers, ça sera au moins 30, 40 personnes qui vont toujours concentrer sur un sujet. Donc ici, sur ce court-métrage pornographique qui était produit par le Benjamin Verbon. Et sur l'affaire du couteau? Sur l'affaire. Donc, ok, donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, vous avez pas ça, ouais. Parce que c'est important, c'est parti de mon Alors, l'affaire du couteau, par contre. Et l'affaire du couteau, ça c'est d'autres choses, c'est rien à voir avec l'art. Et ici, je peux aller à prison. Ah ouais, vous pensez que vous allez y aller? Je peux aller à prison, c'est possible, grave. Et votre avocat vous a dit que sans doute? Non, mais les avocats, ils ont toujours un positif, mais moi je pense qu'il y a de la chance. Combien de temps? Parce que, on peut dire que cette infraction, quand j'étais accusé, déjà j'étais sous sursis, 2 ans de sursis, donc c'est un peu. Donc c'est Et donc on peut dire que quand essayer de dire que ok, c'est comme un récidive, quelque chose comme ça, et là-bas, première peine, ça a été jusqu'à 10 ans, ici, quand il y a 3 plaintes contre moi. Donc c'est assez dur. Je sais pas. Et comment vous préparez à l'idée d'aller peut-être en prison? Non, mais je sais pas. Vous avez psychologiquement, je veux dire, non, mais prison, c'est comme quoi? Prison, c'est partie de notre vie, parce que tout le monde, tu viens, tu sors, c'est comme ça, c'est notre vie. Surtout moi, je suis artiste qui parle de prison quotidienne, et déjà, honnêtement, c'est une question parfois quelle prison pire, prison réelle ou prison quotidienne. Bien sûr. Et oui, mais ça vous. L'idée d'être éloigné d'Alexandra. Ça c'est dur, mais on verra. Je ne sais pas maintenant. Moi, j'étais déjà éloigné d'Alexandre quand on était arrêté après l'événement porno-politique, et quand on était au dépôt, ça a été un moment très important pour nous tous les deux, et je parlais avec Alexandre, parce que là-bas, j'étais sûr
absolument que c'est tout, on va être éloigné, qu'on va être séparé. Et 2 ans avec sursis, c'était pour la vente. Éclairage. Ah, l'éclairage. Il est le moins éclairage. Il est le moins éclairage. Ouais. Et le procès a eu quand donc pour le couteau? Aucune idée. Vous savez pas? Ouais, je sais pas. Et est-ce que vous dites pas, mais c'est une parole puritaine, mais de dire à un moment, maintenant que vous avez une femme que vous aimez, etc., de dire si je continue ces événements, tout ça, je finirai un jour soit mort, soit en prison toute ma vie, quoi. Est-ce que maintenant le fait que l'amour d'Alexandra vous donne pas envie peut-être de calmer un peu vos initiatives? Bah non, mais si je ne peux pas réfléchir comme ça parce que c'est-à-dire que je dois dégrader, je dois réutiliser mon art, c'est-à-dire que moi je vais être, je dois me détruire en tant qu'artiste et évidemment Alexandre jamais il pourrait aimer. Parce que ça sera absolument d'autres personnes. Ah ouais. Ça sera une personne dégradée, c'est tout. Ouais. Ça sera pas un artiste. Oui, d'accord. Ouais. Donc ça ne changera jamais. Bah, c'est pas possible parce que ça sera tuer notre amour. Ouais. Et vous pensez que si par exemple vous n'avez plus d'éclairage, du coup, Alexandra vous aimera plus? Alors, je sais pas, il faut demander à Alexandre. Et quels sont maintenant je sais pas si vous pouvez en parler, mais les prochains événements, performances que vous ferez qui sont au projet? Je ne fais pas une performance. Non, mais je sais pas, l'événement. Je ne partage pas mes plans parce que comme... non, je ne partage pas mes plans parce que déjà Georges de Kirk, il a dit ça, il a écrit de ça, que c'est mieux parler sur les choses qu'il a déjà fait que parler sur les choses qui peuvent être, peut-être, ils vont être faites. Donc c'est tout. Écoutez, Prof Esti, merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci beaucoup à tous. Salut et Merci.